Voilà, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui sont pas présents dans le temps, mais grâce à cette magnifique machine à remonter le temps qu'est l'enregistrement vidéo, ben, on peut se connecter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent regarder les replays. Euh, alors moi, j'ai un petit mot à dire par rapport à ça, puisqu'on reprend un peu cette année tout ça. C'est d'essayer de participer quand même quand vous pouvez, au moins un petit peu, parce que ça permet de mettre, surtout dans certaines thématiques, ça permet de mettre plus de vie, plus d'interaction avec les personnes qui sont là. Voilà. Et puis aussi parfois ça nous permet aussi de faire des petits groupes de discussion. Donc il est souvent ressorti des choses extrêmement intéressantes. Voilà, mais bienvenue quand même. Et puis, donc, cette thématique de ce soir, on est toujours dans les fondamentaux pour vivre ensemble, qui est tout un travail qu'on a repris plusieurs fois avec le groupe du Cœur de Sagesse, qui avant était le comité consultatif de l'éco-village, donc avec des personnes extérieures aussi qui nous apportent leurs connaissances, leurs apports, leurs expériences de groupe. Et cette partie-là vient s'insérer. On avait à la dernière rencontre, on avait travaillé sur la gouvernance. Donc c'est un gros morceau. On avait fait toute la séance sur la gouvernance. La gouvernance, c'est comment on prend les décisions. Qui c'est qui décide de quoi? Qui c'est qui a le pouvoir finalement, hein? Et on va voir que cette thématique de ce soir sur les conflits, elle est finalement intimement liée à la gouvernance, hein. Très souvent, euh, ce qui va, euh, euh, ce qui va ramener des tensions. Alors vous savez, pour ceux qui ont entendu un peu les informations sur l'holacratie, qu'une tension, ce n'est pas quelque chose de négatif. Une tension, ça veut dire simplement qu'on est mis en tension, un petit peu comme une prise électrique qu'on met sur voilà, qu'on met sur un plug, qu'on met sur une prise plutôt, et puis et du courant qui passe, et ça permet de faire des choses. Voilà. Donc la tension, c'est pas forcément négatif. Voilà. Donc les tensions peuvent devenir des conflits, hein. Alors, je voudrais d'abord bien différencier qu'est-ce que c'est un conflit, bien comprendre, parce que pour beaucoup de gens, quand je vous dis conflit, essayez de voir ce qui se passe dans votre tête. Le mot conflit, pensez à quoi? Alors, vous pouvez dire à haute voix si vous avez envie, hein. Vous pensez à quoi? Beaucoup souvent pensent à la guerre, par exemple, hein, c'est un conflit. Voilà. Bon. Ouais, ça peut être aussi euh, soit crier, enfin se crier dessus, soit au contraire se bouder, on va dire. On peut être exprimer des émotions aussi dans un conflit. Mhm. Alors ça, c'est pas le conflit. Exprimer des émotions, c'est pas forcément conflictuel, hein. Donc un conflit, c'est essentiellement quand deux personnes ne sont pas d'accord. On a Mhm. un conflit. Voilà. Et donc Charles Roseman, bon, on approfondit ça beaucoup plus dans notre formation Métamorphia, hein. Charles Roseman, qui a passé la plus grande partie de sa vie à à examiner les conflits, à trouver des solutions, à mettre en place des processus. Il a même travaillé avec des conflits extrêmement graves, après des génocides. Euh, c'est énorme. Voilà, mettre des gens autour d'une table dont l'un a assassiné la mère de l'autre, l'autre a violé, pardon, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, hein. L'autre a violé la sœur de l'autre, et ces gens, la guerre terminée, cette guerre ethnique, se retrouvent dans le même village, obligés pour des raisons matérielles de continuer à vivre ensemble. Il n'est pas question de monter dans sa voiture, d'aller habiter ailleurs, parce qu'il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, ces gens doivent continuer à vivre ensemble. Et donc, Charles les a mis autour d'une table, enfin, il a fait plusieurs fois ces expériences-là, pour voir comment on continue à vivre malgré les conflits latents qui sont là. On n'est pas d'accord sur certaines choses qui se sont passées, mais on sait une chose, c'est qu'on est obligé de continuer à vivre ensemble. Donc, un conflit, c'est pas la violence. D'accord? Un conflit, c'est simplement deux personnes qui, face à face, ne sont pas d'accord. Voilà, ça, c'est une première chose qu'il faut bien intégrer. Et
dans nos préalables, un des soucis, c'est que souvent, on assimile le conflit à la violence. Donc, on a peur du conflit. Et ça, c'est très français. Moi, j'ai eu toute une carrière à l'international avant d'être dans cet éco-village. J'ai vécu enfin, dans d'autres pays, j'ai interagi avec d'autres personnes, je parle plusieurs langues couramment, et donc j'ai pu sentir les différences culturelles comme ça. Et en France, il y a ce truc où finalement, on a très peur du conflit. On est, voilà, fait attention à ne pas dire des choses qui pourraient blesser. On tourne souvent plusieurs fois autour du pot, au point que dans d'autres cultures, les Français énervent énormément les gens. Ça énerve beaucoup les Anglo-Saxons, les Allemands, tout ça. Bon ben, quelqu'un a quelque chose à dire, il n'est pas d'accord, mais dis ce que tu as à dire, quoi, on va en parler. Le Français, lui, tourne autour du pot, on sent bien qu'il a un truc à dire, qu'il n'est pas d'accord avec un truc, mais bon, il met des formes, il met des préparations, et il a du mal aller au fait. Voilà. Donc le conflit, c'est deux personnes qui ne sont pas d'accord. Bon, déjà, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Sinon, on a un conflit. Bon. Euh, Ensuite, on pourrait aussi se poser quelques questions à titre d'échauffement. Qui, euh, qui peut lever le doigt ou dire un mot, parce qu'il y en a qui ont l'écran éteint, qui n'a jamais eu de conflit dans sa vie, qui a toujours été d'accord avec tout le monde? Bien sûr, bien sûr, on connaît déjà la réponse, hein. Ne jamais avoir eu de conflit dans sa vie, je pense qu'il faut, c'est un peu triste, mais il faut être paralysé, sourd et aveugle, quoi. Ouais. Donc nous avons tous déjà eu des moments dans notre vie où on n'était pas d'accord avec quelqu'un. Ça fait partie, donc le conflit fait partie quelque part de la nature humaine. Ça, c'est important de le dire. Or, très souvent, lorsqu'on on va s'intégrer dans dans un, dans un processus d'écolieu, d'éco-village, où on va projeter sur ce lieu ben, euh, tout ce qui, toute l'imagerie d'Épinal qu'on a dans la tête. Je vous disais tout à l'heure l'image de la petite maison dans la prairie. Ben, on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir des conflits. On se dit, dans les écolieux, il n'y a pas de conflit. Voilà. Voilà. On est, on est tous d'accord parce qu'on confond deux choses. C'est avoir des affinités et puis avoir les mêmes valeurs dans le même ordre et dans la même façon de faire. Ça se complique un peu plus. Avoir des affinités, ça veut dire que, bon, ben, on est tous plus ou moins d'accord de manger bio. Voilà, peut-être. Alors déjà, ça va se compliquer parce qu'il y a des véganes et il y en a d'autres qui mangent de la viande et puis il y en a d'autres. Euh, si on est zainistes, ben, on va même pas écraser les dorifores sur les patates, on va juste les déplacer. Bon, compliqué. Hein, donc, la façon d'avoir des affinités, c'est une chose. Ça peut être sympathique pour une soirée entre copains d'avoir les mêmes affinités. Parce que bon, si on aime tous fumer un joint, bah, on va être d'accord de fumer un joint et puis ça va bien se passer autour du joint. Bon, si moi je suis là, je ne vais pas être d'accord, moi je vais m'en aller. Voilà. Donc déjà, ça va moins bien se passer. Je vais faire figure de trouble fête. Par contre, si on est tous d'accord que la consommation de ce genre de produits ou du tabac, etc., c'est dommageable pour la santé et que voilà, on veut pas de ça, et qu'il y en a un qui sort son joint, eh ben, ça va créer un conflit aussi dans l'autre sens. Donc, les affinités, c'est pratique quelque part. Bien sûr, je donne des exemples un peu grossiers, hein, je suis désolé, mais je n'ai pas 3 heures devant moi. Les affinités, c'est pratique pour passer une soirée ensemble. Mais pour vivre ensemble, j'en parlais tout à l'heure dans la première partie, c'est pas la même chose. C'est pas parce que dans un couple, je disais tout à l'heure que je suis thérapeute de couple, dont j'aime bien les métaphores du couple, mais c'est pas parce que dans un couple, vous aimez aller marcher à la montagne, vous aimez le bordeaux rouge plutôt que le sancerre blanc, vous aimez les gâteaux et pas le fromage, vous aimez la même musique et plutôt les films
les films d'aventure que les films romantiques, c'est vrai que ça va avoir un côté pratique pour les loisirs, pour un certain nombre de choses. Mais franchement, est-ce que c'est ça qui va faire qu'on est heureux dans la vie en couple? Vous savez bien que non, pour ceux qui ont un peu d'expérience. Pour ceux qui ont peut-être qui ont encore qui ont 16 ou 17 ans, peut-être qu'ils peuvent encore y croire dans ce sens-là. Mais quand on a un petit peu d'expérience, on sait bien que c'est pas ça qui va faire que ça va fonctionner. Alors les valeurs, c'est autre chose. Les valeurs profondes, alors les valeurs, ça peut être l'amour, ça peut être la fidélité, ça peut être l'écologie pour certains, ça peut être un tas de choses, hein. Dans les couples, c'est pareil. Donc c'est déjà un cran au-dessus des affinités. Mais les valeurs, ça suffit pas non plus. Parce que les valeurs, ça dépend dans quel ordre on les met. Quelle est la hiérarchie des valeurs? Est-ce que je vais mettre d'abord le fait de passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, et puis, euh, et puis avoir du lien familial, et puis passer mes week-ends, mes soirées, me libérer un maximum de temps? Je vais mettre ça d'abord en avant. Ou bien est-ce que je vais d'abord mettre en avant le confort de ma famille, le bien-être de mes enfants, la possibilité de leur payer une bonne école, et je vais bosser comme un, comme un dingue pour gagner un maximum d'argent, pour pouvoir m'occuper de ma famille. C'est chouette aussi. Mais qu'est-ce qu'on met en premier, en deuxième et en troisième? Et derrière les valeurs, ensuite, une fois qu'on les a classées, on se rend compte déjà qu'en général, on n'a pas le même classement. Et ensuite, on n'a pas la même façon de les mettre en œuvre. Pour certains, l'écologie, ce qui est important, c'est de manger bio. Pour d'autres, c'est plus de faire un minimum de kilomètres, de pas polluer, d'avoir des activités qui soient. Voilà. Donc, la façon de faire les choses, c'est souvent là que ça va coincer, hein. Sur les grandes thématiques, en général, on est d'accord. Mais les conflits, ils émergent dans la façon dont on va faire les choses. Je donne un exemple que certains ont peut-être déjà entendu, c'est euh, bah, chez nous, on a des toilettes sèches. Bon, toilettes sèches, donc ça permet d'économiser l'eau, ça permet de pas faire ces petites choses dans l'eau. Ça permet aussi de récupérer éventuellement le compost une fois qu'il est composté, le compost humain. On ne nous le met pas dans le jardin parce que bon, il y a des gens qui passent, qui prennent des antibiotiques, qui prennent la pilule, qui voilà, qui mangent pas forcément bio. Du coup ça viendrait polluer dans le jardin. Par contre, on a des magnifiques parterres de fleurs qui sont alimentés avec ça. Voilà. Et ça fait un très beau compost, très fin, qui sont très bons. Eh ben, la première fois qu'il a fallu reconstruire des bacs de toilettes sèches, ça a duré 3 mois pour décider de la taille du bac, de la hauteur du bac, avec quoi on allait peindre le bac. Est-ce qu'on allait prendre du goudron? Est-ce qu'on allait prendre de l'huile? Est-ce qu'on allait prendre de l'huile dure? Qu'est-ce qu'il y avait comme autre proposition comment ça s'appelle De lait. l'huile de lin, merci. Voilà. Et puis, bon, bah, moi, j'ai dit, il faut prendre du goudron. Parce qu'avec du goudron, les toilettes sèches, les bacs, ils vont durer des années et des années. Et alors là, ça a été la foire à l'empoigne sur le goudron qui n'était pas écologique, etc. Le goudron qu'on trouvait en bas, en local, sur place. Il n'y avait pas besoin de commander par Internet tout ça. Et qu'on n'allait pas brûler. Le problème du goudron, c'est que c'est un dérivé de pétrole et c'est pas bon de le brûler. Voilà. Et sûrement qu'il y en a certains déjà qui sont en train de se dire, ah ouais, le goudron, c'est pas terrible, tout ça. Voilà. Parmi vous, hein, vous voyez comment ça résonne. Et puis bon, après, quelqu'un voulait faire du goudron de pain, et puis donc on est parti là-dessus, goudron de pain. Et moi, je me suis sorti de cette commission. On n'avait pas à l'époque Holacracy pour nous aider. Par contre, on avait fait des petites commissions de discussion ben, où pratiquement tout le monde était chaque fois. Et donc, j'en suis sorti. Ils ont mis encore 2 mois à se décider. Et au bout de 2 mois, ils ont commandé du goudron finalement, mais du goudron de pain qui venait du Canada à 260 balles le seau. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai rien dit parce que de toute façon, j'étais sorti là. Mais ça m'a fait sourire quand même. Je me suis dit, waouh, on a passé plusieurs mois pour décider. Donc vous voyez, alors là ça s'est résolu et ça a pris du temps. Donc, la façon dont on décide, et les outils qui sont en place, donc je fais le lien avec la dernière fois, c'est très important
par rapport au conflit. Voilà. La prévention des causes de conflits connus, donc il faut d'abord prévoir des accords relationnels, ça c'est très important, d'avoir donc une méthode de gouvernance par exemple, et la façon dont on va relationner ensemble. Donc chez nous on a des réunions relationnelles aussi, hein, où on se retrouve en principe une fois par semaine quand il y a du monde, demi-heure, une heure, ça dépend. Voilà, et on se dit ce qu'on a à se dire, sans rentrer dans des polémiques. On parle, l'autre écoute et il reformule, tout simplement. Ça paraît bizarre, mais je vous garantis que c'est très chouette. Et donc, c'est nécessaire d'avoir des outils de régulation régulière pour éviter les dérapages, hein, les médisances, les calomnies, les clans, les boucs émissaires, les prises de pouvoir sauvages, la dégénérescence de relationnel en quelque sorte, hein. Alors je vous lis ce que dit Sophie Rabi, que vous connaissez, hein, que vous trouvez dans son bouquin sur démasquer les mécanismes de la violence dans les collectifs. Donc elle dit, lorsque nous prétendons que la relation est une discipline, cela signifie notamment que dans un collectif véritablement bienveillant, nous devrions rencontrer l'autre et lui parler de cœur à cœur chaque fois que nous sommes troublés ou dérangés par ses comportements. Or, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Balayer sous le tapis. Ça, c'est une grande spécialité française aussi, hein. Alors, pas qu'en France, hein, mais en tout cas dans nos pays, ben, on ne se dit pas les choses. Donc on balaye sous le tapis, et puis à un moment donné, il y en a tellement sous le tapis qu'on peut même plus marcher sur le tapis sans se casser la figure, et c'est là que ça sort. Donc, elle dit aussi, les accords relationnels, notamment les engagements pris en termes de posture et d'obligation de rencontre médiatisées en cas de tension, anticipent, médiatiser, ça veut dire, bon, on fait circuler l'information, hein, anticipe sur les crises plus graves et plus profondes qui deviennent ingérables si elles ne sont pas prises à temps. C'est important c'est comme un feu, si vous voulez, hein. Quand vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà eu géré un début d'incendie, moi ça m'est arrivé, même aux Trois Sources, j'en ai géré plusieurs, euh, toujours par des actes d'une personne qui n'avait pas réfléchi, hein, mais il y a eu la chance d'avoir ça tout au début. Donc, une fois dans le sauna, il y avait de la fumée, on ne savait pas d'où elle venait, la fumée était bizarre. Et moi, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose, parce que j'avais déjà eu ça dans la cloison du sauna. On a arraché une partie de la cloison, il y avait le feu derrière. Et donc, on avait le seau d'eau, ce qu'il fallait à côté. On n'a pas été obligé d'utiliser d'extincteur. Et on a pu éteindre et puis refaire ensuite cette partie-là. Ça a coûté une journée de travail d'un menuisier qui était là, qui faisait partie du groupe. Voilà. Donc, ça n'a pas été très grave parce on a pris ça au début. Mais si ça n'avait pas été au début, bah, tout le bâtiment aurait flambé. Et c'est important dans toute structure relationnelle. Écoutez bien ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Dans toute structure relationnelle, que ça soit un couple, une entreprise, une association, un éco-village, un collectif, peu importe, d'avoir des accords préalables, comment on va gérer les conflits si on a. En général, les gens sont complètement pris au dépourvu. Ils ne savent pas gérer les conflits. Et donc, ça, c'est comme si on se retrouve devant un feu qui a pris et on ne sait pas comment l'éteindre. On n'a même pas d'extincteur, on n'a pas un seau d'eau, on n'a rien. On est là devant le feu. On fait quoi? Oh, mais c'est ta faute, c'est toi qui as mis ce feu. Ah, mais il aurait pas fallu faire ceci. Ah, ben il aurait fallu faire cela. Et puis moi, voilà. Et puis pendant ce temps-là, le feu, il se développe, il se développe. Et puis à un moment donné, on ne peut plus le maîtriser. Donc, avoir des accords relationnels, c'est extrêmement important, hein. C'est savoir comment ça va se passer en cas de conflit. Voilà. Euh, je parlais il y a très peu de temps avec quelqu'un de ma famille qui malheureusement est en train de divorcer. Et, euh, et franchement, quand il s'est marié,
je me suis dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette affaire. Ça a duré plus longtemps que prévu quand même, mais j'avais fortement insisté à l'époque, comme on se connaissait très bien, qu'il fasse un contrat de mariage. Vous voyez. Et puis aujourd'hui, il m'a dit, mais écoute, je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai fait ce contrat de mariage et ça va nous éviter de nous déchirer sur des histoires parce qu'entre-temps, on a acquis des biens, etc. Et puis là, au moins, c'est clair. Il suffit d'aller voir le notaire avec le contrat, il va se débrouiller. Mais, donc avoir des accords. Alors là, c'est les accords au cas où on se sépare, mais c'est aussi important ça. Si vous rentrez dans un projet d'écolieu, ben, si vous sortez, il se passe quoi? Moi, j'en ai vu chez nous passer des gens. J'ai vu notamment une personne, ça c'est assez récent, c'était fin d'année dernière, qui était passée chez nous. Elle était dans un écolieu. Elle avait très généreusement participé à construire des infrastructures collectives, une maison, etc. Elle avait mis 50 000 € sans un reçu, sans rien, sans quoi que ce soit. Et puis quand elle est partie, elle est repartie avec rien. Voilà. Il n'y avait rien qui avait été formalisé. Elle n'avait aucune preuve de ce qu'elle avait mis. C'était comme ça, 1 000 € par-ci, 500 € par-là. J'achète ceci, j'achète cela. Et puis voilà. Et donc la personne, elle est repartie finalement, non seulement très triste que son projet n'ait pas abouti, mais en plus en étant frustrée et en colère parce que elle est repartie, elle est arrivée, elle avait 50 000 €, elle est repartie, elle n'avait plus rien. Donc ça, c'est pas juste. Donc, on a besoin aussi d'un certain pragmatisme et d'oser poser des questions. Et là encore, ne pas être dans cette pseudo-dynamique de la petite maison dans la prairie, hein. Tout, tout est beau ou tout est gentil. Alors, un autre élément important dans cette thématique de conflit, c'est la capacité à être en vis-à-vis, d'avoir, de clarifier les enjeux de parité, c'est-à-dire on est des pairs, c'est-à-dire je ne suis pas plus que toi. Moi, j'aime bien dans un de nos processus relationnels, on commence les phrases quand on dit à l'autre, par exemple, ben, écoute, au lieu de lui dire, écoute, tu me fais profondément chier parce que ça fait 6 mois que tu fous tes poubelles au milieu de la cour et c'est moi qui les ramasse, même quand il pleut et tout, et puis j'en ai ras-le-bol, tu vois, et de se positionner un petit peu en persécuteur de l'autre, hein, voilà, même si ce qu'il fait, c'est pas très propre. Mais on commence la phrase en disant je ne suis pas plus que toi, mais je ramasse tes poubelles depuis un certain nombre de fois et je suis fatigué de faire ça. Et puis voilà, et puis expliquer ce qui se passe, ce qu'on ressent, et poser une demande claire à l'autre, hein. Donc, oser finalement parler à l'autre, non pas en se mettant au-dessus et en profitant pour l'enfoncer bien sous terre parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct par rapport à notre règlement intérieur, entre guillemets, voilà. Euh, mais pas non plus se mettre en dessous de l'autre en disant s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien? Voilà. C'est pas ça non plus, c'est être dans un vis-à-vis. C'est-à-dire, on est là, en fait, la position, la posture, c'est on est deux adultes face à face, nous avons clairement un conflit. Le conflit, c'est que l'autre, il met ses poubelles au milieu de la cour, en face de ma porte, c'est qu'en été, ça pue. Il y a des rats qui vont dedans, qui vont, ou des chats qui vont déchirer les sacs. Et il ne le ramasse pas, et c'est moi qui finalement finit toujours par ramasser ces ordures, et ça crée un problème. Et voilà, et on a un conflit et on a une solution à trouver. Donc, être en vis-à-vis, c'est ça, c'est être deux adultes qui se prennent en compte et qui vont essayer de trouver une solution. Donc, on peut être dans une égalité d'être, c'est-à-dire dans le sens moral, euh, nous sommes d'égal à égal, hein. Mais quand vous êtes dans votre entreprise, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent certainement, est-ce que vous avez l'impression d'être
à égalité d'être avec votre chef direct, avec votre chef de service, avec votre contremaître, avec le chef de bureau, ou le patron, ou le grand patron? Est-ce que vous avez le sentiment profond d'être à égalité d'être? Ou bien est-ce que parce que vous n'avez pas les mêmes compétences que l'autre, parce que là c'est autre chose, c'est un autre niveau. On peut avoir une égalité d'être, mais ne pas avoir d'égalité de compétences. D'accord? euh, Moi, je parle très couramment l'anglais, l'allemand, peut-être certains d'entre vous aussi, mais certainement que certains d'entre vous ne parlent ni l'anglais couramment, ni l'allemand. Et donc, on n'est pas clairement à égalité de compétences. Peut-être c'est Frédéric qui est là, non? Je ne suis pas sûr, parce qu'avec la barbe, là, c'est ça, hein, c'est toi, hein, parce qu'il n'y a pas ce nom-là, il y a Agnès, voilà. Donc Frédéric, par exemple, qui était passé chez nous, avec qui on est en lien, et Frédéric, lui, c'est un menuisier professionnel qualifié, il nous a fait des travaux que je serais incapable de faire. Donc, on est tous les deux Oui, en, en égalité d'être, hein, mais on n'est pas à égalité de compétences. Et selon les domaines, bah, Frédéric a plus de compétences que moi, ou moi j'en ai plus que lui. Voilà, c'est tout. Et donc, quand on fourre tout dans le même sac et qu'on est dans une espèce de théorie égalitariste, où on se retrouve autour d'une table et où il y a un menuisier qui fait un boulot depuis 20 ans et qui sait exactement comment il faut faire pour que les choses tiennent dans la durée et soient faites correctement, et puis un gars qui travaille derrière un bureau et qui prétend lui apprendre son métier, il va y avoir un problème. Et forcément que le menuisier ne va pas être content. Et à l'inverse, peut-être le gars qui travaille, qui est un spécialiste de l'informatique, ben, le menuisier qui peut-être il a sa boîte mail et ses trucs, mais il n'est pas un spécialiste de l'informatique, il ne va pas lui expliquer comment programmer telle ou telle chose. Donc, donc cette notion de compétence, elle qui est un peu partout, elle est importante à comprendre et à intégrer dans les projets d'écolieux, parce que souvent, ça va foutre le bazar, ça. Hein. On croit que parce qu'on est dans un écolieu ou dans une association, on est tous au même niveau. Ah ben non, on est tous au même niveau humain, bien sûr. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre en humanité. Il n'y a pas un surhomme là-dedans. Sauf si Elon Musk est passé par là, il a greffé une main bionique. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, voilà, donc ça c'est important de clarifier ces notions d'égalité, fraternité, et de ne pas mélanger avec une notion d'uniformité. Hein. Donc, tous les êtres humains sont égaux par nature, dit aussi Sophie Rabi dans son petit bouquin. Là, j'ai récupéré quelques extraits. C'est en open source, hein, de toute façon. Donc, nous faisons tous partie de la même famille. Il n'y a pas de discrimination sous des prétextes xénophobes, agistes, donc générationnels, parce que t'es vieux, t'es con. On peut être vieux et con, on peut être jeune et con, pardon. Sous des prétextes intellectuels, physiques, raciaux, etc. Nier les qualités d'exception, par contre, qu'on admet pour les virtuoses. Moi, j'ai une fille, par exemple, bon, c'est pas une virtuose parce qu'elle pourrait. Hein. Ma dernière fille, elle joue du Rachmaninoff, là, mais elle n'a jamais appris une partition. Hein. Elle a appris avec un copain à l'oreille, elle joue des morceaux de musique classique. Elle pourrait vraiment être une bonne musicienne, mais elle fait plein d'autres trucs. Ça. Voilà. Donc, ben moi, je suis incapable même de jouer Frère Jacques sur un piano. Bon, je suis désolé, mais voilà. Donc, on admet des qualités d'exception chez les virtuoses, chez les sportifs, chez les joueurs d'échecs, chez les savants. Voilà, parce que ces qualités peuvent être mises au service d'un groupe. Hein. Il peut y avoir des talents matériels, des talents organisationnels. Moi j'ai organisé, par exemple, des structures dans des sociétés internationales, avec des équipes un peu partout dans le monde, etc. Je sais faire ça. C'est quelqu'un qui a aucune notion là-dedans. Je doute quand même qu'il puisse me donner des cours dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais certainement qu'il pourra m'en donner à moi dans d'autres domaines.
Voilà, donc c'est cette idée-là, hein. Voilà, donc sous prétexte d'égalitarisme, dit Sophie Rabi, eh bien, ça revient à couper le projet d'une grande partie de ces richesses humaines et de tirer vers le bas, avec les risques d'échec que ça comporte. Et alors, il y a cette phrase de Marianne Williamson, qui est une penseuse américaine très intéressante, qui a écrit peut-être que vous avez lu l'un ou l'autre de ses bouquins, qui dit notre peur la plus profonde, ce n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. L'être humain, on est capable de faire des trucs incroyables, même à des âges avancés. Il y a un Japonais, moi j'ai du mal à faire 10 longueurs dans une piscine olympique, parce que bon, je ne suis pas très bon nageur. Ben, il y a un Japonais de 80 ans passé, je crois 84 ans, il a traversé l'Atlantique, je ne sais plus si c'est l'Atlantique ou le Pacifique, on s'en fout. Donc il a traversé un océan à la nage à 80 ans passés. Vous pouvez imaginer un truc pareil? Donc on a des capacités, hein. Et donc elle termine, Marianne Williamson, en disant c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Et comme on a peur d'exprimer notre puissance, notre lumière, notre créativité, notre capacité de faire des choses, eh bien, euh, il y a une façon un petit peu au rabais, enfin complètement au rabais, de se faire valoir sans exprimer notre lumière, eh ben, c'est d'essayer de garder les autres dans l'ombre, ou de les enfoncer même, ou de les mettre dans un petit cagibi. Et malheureusement, c'est très régulièrement ce qui se passe dans les écolieux. Alors, un autre point, rendre un peu de plus en plus profond, vous voyez, dans ces enjeux, c'est pas très agréable comme sujet, hein, mais bon, c'est important. C'est important de le comprendre, de le conscientiser, de pas le balayer sous le tapis, parce que de toute façon, peu importe où vous allez mettre les pieds, pardon, ce gars-là, vous allez peut-être dire, ce gars-là, il est hyper négatif. Non, je suis un grand optimiste, moi, sinon je ne serais plus là depuis longtemps dans cet éco-village. Mais de toute façon, que vous alliez travailler dans une nouvelle entreprise, que vous alliez créer un couple ou rester dans le couple où vous êtes, ou que vous alliez dans un éco-village, un écolieu, ou habiter dans un village en ayant une maison à vous, avec des voisins, vous aurez des conflits. Eh ben, peut-être que vous n'aurez pas droit à de la violence, je vous le souhaite, voilà, mais au moins vous allez à un moment donné ou l'autre, quoi que vous fassiez, aussi gentil soyez-vous, vous aurez des conflits. Il y a des moments où vous ne serez pas d'accord avec des gens. Ou bien, même si vous dites oui à tout, il y a des gens qui ne seront quand même pas d'accord parce que vous dites oui à tout. Donc autant travailler le sujet et essayer de comprendre le plus profond possible, le plus profondément possible, ces enjeux. Alors, il y a un phénomène dans lequel je ne vais pas rentrer en profondeur, mais je vais quand même l'évoquer parce qu'il est très important, c'est le phénomène de l'illusion groupale. Alors, qu'est-ce que c'est l'illusion groupale? L'illusion groupale, c'est un concept d'un psy qui est également sociologue, qui a plusieurs casquettes, je ne sais pas s'il vit encore, qui s'appelle Didier Angieux, qui a écrit d'ailleurs un petit ouvrage qui date d'il y a longtemps, mais extrêmement intéressant, qui s'intitule, si ma mémoire est bonne, euh, Les groupes restreints. Voilà, bon, vous trouverez facilement sur Internet si ça vous intéresse. Donc, c'est vraiment le fonctionnement des dynamiques de groupe dans les groupes restreints, pas les grandes sociétés où il y a des millions de personnes, c'est des petits groupes. Voilà. Et donc, dans ces petits groupes, il y a des phénomènes qui apparaissent régulièrement quand il y a insécurité. Et la sécurité, il y en a quasiment toujours.
Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on se met dans un groupe avec d'autres personnes, eh bien, il y a toujours des moments où on va se sentir en insécurité. C'est comme ça, on vous branche sur des électrodes, vous êtes tranquille, bien dans votre fauteuil, il y a un groupe qui arrive, eh bien, votre fréquence cardiaque va augmenter, vos impulsions cérébrales vont changer. Le groupe constitue quelque part un danger, parce que le groupe, il a le pouvoir de, ce sont des atavismes, hein, c'est-à-dire des vieux mécanismes qui remontent au temps de la préhistoire, mais le groupe, il a le pouvoir de, quelque part, déjà de nous rejeter. Bon, aujourd'hui, si un groupe nous rejette, on va dans un autre, ou bien on va habiter tout seul dans un appartement. Mais à une époque, être rejeté par le groupe, ça voulait dire mourir, parce qu'on ne pouvait pas survivre tout seul. Donc, dans cette illusion groupale, ça veut dire que il y a des mécanismes qui, en cas d'insécurité, vont faire que les personnes vont se comporter, c'est ça qu'il faut retenir, d'une façon complètement irraisonnée. Il n'y a plus de logique. Et on va créer une histoire qui va souvent être complètement inventée, de toutes pièces. Euh, Moi, quand on a démarré l'éco-village, comme j'étais à l'époque le principal financeur du projet, bon, comme j'ai eu la chance de bien gagner ma vie, quoi, donc avant. Et donc, alors il y a des gens à un moment donné qui ont dit, mais de toute façon, là, il a racheté tout ça, il a mis tout cet argent, c'est parce qu'il veut spéculer. C'est sûr que dans 3 4 ans, il va revendre tout ça, ça aura pris de la valeur avec les travaux, et puis il va utiliser des gens pour faire les travaux, et puis voilà, ça, tout bénef pour lui. Ça fait maintenant 15 ans que je suis là, j'ai toujours pas rien revendu. Hein, c'est, voilà, et c'est pas, je suis en train de parler avec mes enfants pour les déshériter, d'ailleurs, avec leur accord, en tout cas d'une partie. Donc, mais voilà, c'est une histoire qui s'était construite comme ça. Et donc, le groupe va se resserrer autour d'une histoire et il va souvent chercher un bouc émissaire. Alors, il y a souvent le triangle de Cartman, pour ceux qui connaissent ça, sinon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le triangle de Cartman, c'est le triangle dramatique où généralement, il y a un bourreau, on voit ça tous les jours, hein, il y a un bourreau, une victime et un sauveur. Voilà. Bon, vous êtes là avec vos collègues de travail, il y en a un qui vous secoue en disant ah, tu as fait n'importe quoi, mais tu es vraiment un. Et puis un autre qui intervient, donc vous êtes la victime de quelqu'un qui vous traite mal, même elle ne lui parle pas comme ça, il a fait de son mieux et il joue au sauveur. Et du coup, l'autre va peut-être se retrouver à victime à son tour, parce qu'un autre va dire ouais, mais de quoi tu te mêles, toi, à jouer au sauveur de l'autre, il est assez grand pour le défendre. Et puis ça tourne comme ça, vous voyez, c'est tout le temps, dans les familles aussi, on fait ça. Hein, voilà. Et donc, il y a ces mécanismes-là qui vont se mettre en branle et il y a des rumeurs qui vont circuler. Hein. Et alors, il y a cet exemple monumental qui s'est joué au hameau des Buis, hein, où il y avait Sophie Raby et Laurent Bouquet. Si vous ne connaissez pas cette histoire, allez voir sur le site de la Ferme des Enfants. Vous avez un petit bouquin qu'ils ont écrit qui s'intitule donc Démasquer les mécanismes de la violence dans les collectifs. C'est gratuit, c'est sympa. Ils l'ont laissé open source. Vous pouvez le télécharger ou le lire en ligne. Si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un mail et je vous le transmettrai puisque c'est libre. Hein. Et donc, il y a une espèce de stade régressif qui est atteint, pathologique, où les gens se retrouvent entre eux, ils sont persuadés d'être les meilleurs au monde, qu'il y a des salauds, qu'il y a des profiteurs, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Au niveau du hameau des Buis, ce qui circulait, c'est que Sophie et Laurent, en fait, c'était pas clair au niveau des comptes, ils profitaient de choses dont ils n'auraient pas dû profiter, peut-être même qu'ils volaient de l'argent. Voilà. Et donc là, eux, ils ont demandé un audit. Donc un audit, ce sont des professionnels, avocats, experts comptables, qui viennent auditer, c'est-à-dire vérifier, hein, comme la police un peu, hein, qui viennent tout vérifier, voir si tout est clair. Donc il y a eu un audit approfondi, et puis ces gens, ces professionnels de l'extérieur, assermentés, hein, ce pas des gens, voilà, expert comptable, il est dans un cadre bien juridique bien précis,
bah, ils ont dit, ben non, tout est clair, aucun problème. Tout est clean, net. Ça ne m'étonne pas parce que Sophie, quelqu'un de très carré, Sophie Rabi. Et donc voilà, on aurait pu imaginer que bon, bah, le problème était clos. Eh bien non, ça a continué. Il y en a qui ont renchéri en disant oui, mais ils ont dû les soudoyer. Voilà. Et donc c'est, quand on est dans ces mécanismes-là de rumeurs, d'illusions groupales, eh bien, il n'y a plus de logique. Et peut-être vous avez déjà connu ça pour certains, je ne vous le souhaite pas, mais ben, même dans vos relations personnelles ou dans des conflits personnels, on voit ça dans des conflits de couple des fois, où l'autre est persuadé que son partenaire le trompe, que son partenaire fait ceci, fait cela. Alors parfois c'est vrai, hein, mais moi j'ai connu pas mal d'exemples où c'était pas vrai du tout. Voilà, où finalement on est obligé pour justifier, alors ce sont des mécanismes inconscients, de créer des schémas qui permettent de justifier notre principe. Et vous savez qu'un être humain, quand il n'a pas vraiment fait un travail en profondeur sur lui-même, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? À quoi passe-t-il le plus clair de son temps libre dans les discussions avec les autres? Vous avez une idée? C'est tout simple, hein. Il y a deux mots. Ça commence par avoir. Vous ne trouvez pas? Là, vous allez dire c'est évident, hein. C'est avoir. Avoir, avoir raison. Tout à fait, Frédéric. Avoir raison. Voilà. Ça, c'est le grand sport national et international. On passe tous beaucoup de temps dans nos vies à essayer de L'ego. convaincre les autres qu'on a raison. L'ego. C'est l'ego qui parle. Voilà, à affirmer que notre ego et l'expression de notre ego, c'est-à-dire l'ego, c'est pas forcément mauvais, hein. L'ego, voilà, l'ego, c'est en fait c'est la personnalité. Et donc, notre personnalité, bon, elle s'exprime. Mais pour se protéger et parce que notre personnalité, elle est importante, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un équilibre psychologique aussi, la personnalité. L'ego, notre ego, il me permet de conduire une voiture, de laver mon linge, de repasser, de discuter avec mes copains. Voilà. Bon, l'ego, c'est pas négatif. Le problème, c'est quand l'ego, eh bien, il est agi par des mécanismes inconscients qui déforment la perception du réel. Et c'est très souvent ce qui se passe dans ces processus relationnels. Alors, bon, c'est dit très vite tout ça, hein, mais c'est important de le comprendre qu'en fait, il n'y a pas que la logique qui peut être là et que très souvent, dans les processus d'écolieux, d'éco-villages, où il y a tous ces, excusez-moi, tous ces pétages de gueule, pas forcément de façon physique, hein, qui se passent et tous ces dégâts psychologiques qui sont très très tristes, hein. Moi, j'ai vraiment pleuré. C'est pas une image, hein, j'ai vraiment pleuré avec des mouchoirs, hein, quand j'ai entendu que Sophie et Laurent s'étaient fait jeter dehors du projet où ils étaient depuis 18 ans avec leurs amis par une manœuvre juridique, voilà, alors qu'ils avaient fait confiance à donner les manettes à d'autres personnes. J'ai trouvé ça terrible. Mais en même temps, cette, cette histoire-là, ça leur a permis de construire un autre lieu. Ils n'ont pas répété les mêmes choses. Et ça a permis aussi à beaucoup de lieux, dont le nôtre, de comprendre des choses. Parce que bon, ils ont partagé énormément de choses sur ce qu'ils ont vécu dans leur projet. Et ça a été aussi une nourriture pour nous, dans le cadre du projet Métamorphia. Voilà. Euh, donc, on a besoin aussi certainement pour finir, de prendre conscience que nous sommes profondément traumatisés par 10 000 ans de patriarcat et de relations de dominant à dominé. On connaît que ça depuis notre enfance et depuis, quand on dit 10 000 ans, c'est gentil, hein, moi je dirais plutôt 3 millions d'années, c'est à peu près l'âge de l'espèce humaine. Et puis ça fait 3 millions d'années qu'on fonctionne avec des patrons, avec des maris qui sont des tyrans, ou des femmes des fois qui sont des tyrans aussi, ça existe dans certaines cultures ou dans certains foyers, avec des relations commerciales qui sont aussi de dominant-dominé, avec des guerres et tout ça.
et on n'est absolument pas préparé à vivre ensemble dans, dans quelque chose qui soit paisible et, et en quoi on serait en vis-à-vis les uns avec les autres. Donc voilà quelques éléments. Bien sûr que bon, dans Métamorphia, on approfondit tout ça et on va beaucoup plus loin. On fait des exercices et aussi pour mieux comprendre et puis aussi rattacher ça. Frédéric parlait tout à l'heure de l'ego ou des personnalités. Ben, rattacher ça à nos personnalités. Parce que nos personnalités, elles n'ont pas la même façon de se connecter au monde et elles n'ont pas la même façon non plus d'exprimer euh, la relation qu'on a aux autres. Voilà, on est tous connectés de façon différente, certains plus par la structure, d'autres par le cœur, d'autres par des mécanismes de peur ou des mécanismes de réussite et de poursuite d'objectifs. Enfin bon, il y a plein de schémas qu'on va examiner. Voilà, je vous laisse réagir si vous avez des choses à dire ou des questions à poser. Je ne vous ai pas trop plombé parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas léger, hein, les conflits, la violence, tout ça. Mais c'est important de prendre conscience que ça existe, que ça fait partie de tout projet humain, malheureusement. J'avais un de mes premiers mentors qui me disait cette phrase que je trouvais marrante, c'est mais tellement vrai, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça dit tout. Je ne sais pas pourquoi il dit de l'homme, ou on pourrait dire aussi là où il y a de la femme et de la femmerie, mais ça sonne moins bien, je trouve. Mais on peut en rire, hein, parce que l'homme rit, on peut aussi entendre que l'homme rit. Et quand on arrive à rire de ces conflits, c'est pour ça que nous, dans notre charte, il y a aussi l'humour. C'est tellement important, l'humour. De ne pas se prendre au sérieux avec nos égos et tout ça. J'aime bien les Belges, moi j'ai vécu longtemps en Belgique aussi. Les Belges, ils se prennent beaucoup moins au sérieux. J'arrive facilement à rigoler d'eux-mêmes. Voilà. Donc, vous n'avez rien à dire? Donc, bah, je vais meubler un peu les quelques, enfin, ce qui reste. Normalement, le temps est écoulé puisqu'il est 21 h, je pense, hein, Catherine. Il reste 3 minutes. Donc, en fait, cette aventure de parler des fondamentaux pour vivre ensemble, là, moi, je pensais faire ça en 2 séances. Et là, on vient de finir la quatrième. Et donc, il y a eu les séances précédentes. On a parlé la dernière fois de la gouvernance. On a parlé aussi à un moment donné de l'importance de se relier à soi avec les 3 points, accepter la biodiversité humaine, clarifier la place des émotions, intégrer le rapport aux figures d'autorité. Là, on était donc dans le point numéro 2, se relier au groupe, avec accueillir et faciliter l'intégration des nouveaux membres, la gouvernance qu'on a vue la dernière fois, les causes de conflit dont on a parlé maintenant. Et puis, il nous restera donc la prochaine fois le troisième point, qui sera donc se relier à son projet de changement et comment je peux différencier mon projet personnel avec le projet global. Parce que souvent, là aussi, il y a des défauts d'interprétation et de compréhension. Et c'est très important de bien différencier notre projet personnel du projet global dans lequel on veut s'intégrer, hein, même si ce n'est pas dans un éco-village. Et donc là aussi, il y aura 3 points. Il y aura un point sur la vision, un point sur la structure et l'intégration, et un point très important qui est un point culminant sur le faire et l'être. Voilà les amis, s'il n'y a pas une dernière question de dernière seconde, une fois, 2 fois, il y en a qui viennent souvent à la dernière
Oh, j'ai une question quand même. Bon, voilà, c'est pas ce soir, a priori. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier, ceux qui avaient fait l'effort d'être présents en live ce soir. Et puis, remercier aussi que ceux qui nous écoutent en décalé. Bon, je vous rappelle que si vous avez une question qui vous vient après le live, vous pouvez aussi me contacter au numéro que j'ai affiché, donc 06 07 25 24 54. Et donc, je vous répondrai avec plaisir. Merci pour les remerciements qui sont dans le petit texte. Vous pouvez aussi, ça fait toujours plaisir, envoyer vos commentaires, vos propositions d'amélioration, vos critiques constructives. Vous pouvez envoyer un petit mail ou m'envoyer un petit message par WhatsApp ou par SMS. Et je vous rappelle que si vous voulez avoir les informations pour ce qui se passe, d'avoir les replays, etc., donc mettez-moi un petit SMS ou un petit message par WhatsApp de préférence et je vous intégrerai avec plaisir au groupe des âmes de cœur, voilà, qui est notre petit groupe des sympathisants, des amis, des personnes qui sont en tout cas intéressées par le projet de l'éco-village. Voilà. Bonne fin de soirée à chacun. Merci encore.